m'appelle Émeric de Volder, je suis chef monteur son. Je reviens au collège Marie Curie où j'étais élève en 6e, 5e et 4e pour rencontrer les collégiens suite à mon César du meilleur son sur le film Emilia Pérez de Jacques Audiard. Je suis ravi de vous rencontrer, je suis très ému et touché de revenir à Marie Curie parce que j'étais à votre place dans les années 80. J'ai fait ma 6e, ma 5e et ma 4e à Marie Curie. Après Marie Curie, j'ai poursuivi donc dans un autre collège en Savoie et puis après je suis allé au lycée. J'ai fini par faire un bac scientifique. Pendant mes années de lycée, j'étais déjà très passionné de cinéma et très cinéphile. Donc j'avais quand même des envies de ce côté-là, mais je savais pas vraiment quoi. Je me suis demandé si j'allais pas devenir critique ou, enfin, si j'avais pas envie d'écrire ou de. Donc voilà, je me posais un peu toutes ces questions-là. Et puis en même temps, j'avais une autre passion qui est la musique, mais pas en tant que musicien, en tant qu'auditeur passionné. Il y a un moment, j'ai commencé à me renseigner et puis j'ai lu un article dans un journal qui parlait d'une école qui avait été récemment recréée, qui s'appelle la FEMIS. J'ai lu l'article et je me suis dit waouh, ça a l'air quand même vraiment super. J'aimerais vraiment aller dans cette école. Mais bon, pour rentrer dans cette école, il fallait avoir un bac plus 2. Donc je me suis demandé ce que je pouvais faire pour avoir ce bac plus 2. Mais comme j'avais pas du tout envie d'aller faire des maths à la fac, il y avait une autre école de cinéma qui s'appelle Louis Lumière et qui, elle, recrutait après le bac. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de tenter le concours de Louis Lumière qui est un concours assez difficile. Je l'ai préparé pendant une année entière. J'ai passé le concours et puis je l'ai eu. Au sortir de l'école, en fait, on en sortait avec un BTS. À cette époque-là, donc j'avais 21 ans. Mais je me sentais pas trop prêt encore pour rentrer dans le monde du travail. Puis comme j'aimais bien aller à l'école, du coup je me suis dit parce que c'était quand même ma première idée, je vais présenter le concours de la FEMIS et poursuivre mes études encore quelques années parce que je sentais que c'était comme ça que j'avais envie de faire. Et puis donc j'ai repassé le concours de la FEMIS, qui est aussi un concours un peu long et compliqué, et puis je l'ai réussi aussi. À l'issue de l'école, en fait les choses se sont enchaînées assez facilement. Pendant l'école, en fait, on faisait beaucoup de courts-métrages, on avait des belles infrastructures, et puis j'avais déjà noué quelques contacts, et puis il y en a un sur les 50 courts-métrages sur lesquels j'ai pu travailler, il y en a un ou deux qui m'ont rappelé, et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Au sortir de l'école, je faisais à la fois de la prise de son, je faisais aussi du montage et du mixage. Donc je l'ai fait un peu en documentaire, c'était un peu mon premier travail. Et puis après, j'ai eu des opportunités pour faire des films de fiction. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées. Et puis on rencontre des gens. Et puis grâce à ces gens, on en rencontre d'autres. On rentre dans certains réseaux. Et puis les choses se sont plutôt bien enchaînées avec des années plus ou moins remplies. Parce que ça, je ne sais pas si vous le savez, mais on a un statut assez particulier. On est intermittent du spectacle. C'est un statut qui dit qu'on peut ne pas travailler toute l'année parce qu'il y a des moments où on va être employé pendant une période, en général, de façon assez dense mais courte. Et puis, si les plannings s'enchaînent bien, on peut enchaîner sur d'autres films. Et puis, il y a des moments où on n'a pas de travail. Donc, il y a des moments où on ne travaille pas. Et ce statut qui est unique au monde, il faut avoir rempli certaines conditions. Si vous les avez remplies, les moments où vous ne travaillez pas, vous recevez quand même une indemnisation qui vous permet de continuer à vivre correctement. Est-ce que c'est un peu pour la musique que vous avez choisi la voix du son ou pas ? Oui, mais ce qui m'a conduit, parce que je me suis pas levé un matin en me disant je vais être monteur son, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me suis vraiment dit, tiens, j'ai deux passions dans la vie, c'est le cinéma et c'est la musique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas moi-même musicien, je pratique pas la musique, mais par contre j'en écoute vraiment énormément. C'est toujours pour moi ma source d'inspiration principale, c'est la musique. J'organise quand même des sons d'une certaine façon. C'est pas de la musique, mais voilà, il y a quand même une pratique qui moi, à mon endroit très personnel, me convient bien. C'est intéressant, donc c'est tout à fait juste ce que tu dis. Alors pour ce qui est des métiers du son au cinéma, il y a 3 grandes phases de travail. Il y a les métiers qui sont liés au tournage, donc là c'est la prise de son, l'étape du montage image. Et moi j'interviens juste après ce moment du montage image, j'interviens au moment du montage son. En fait, moi, mon travail, c'est d'imaginer tout ce qu'on va rajouter autour de ces voix. Je vais essayer de créer tout l'univers sonore. J'ai des banques de sons, j'ai des sonothèques que j'ai constituées au fil des années, parce que ça fait quand même presque 30 ans que je fais ce métier. Et après le montage son, donc on a accumulé des voix, des ambiances, des bruitages, des effets et de la musique, parce qu'il y a aussi souvent dans les films, il y a de la musique. Donc on a beaucoup de couches, et toutes ces couches-là, il faut les mixer, c'est-à-dire il faut les mélanger. Et donc ça, c'est la 3e et ultime phase de la fabrication du son au cinéma. Et donc ça, c'est un métier aussi à part entière. C'est un chef mixeur qui va se retrouver dans un endroit qui en fait ressemble à une salle de cinéma.
Mais bon, au lieu d'avoir des sièges partout, lui, il a une énorme, en général, une grosse console avec des boutons. Et toute la matière qu'on a montée, accumulée, elle se retrouve au même endroit. Et on la mélange pour aboutir à ce que vous allez écouter quand vous allez en salle ou quand vous allez ouvrir votre télé. On fabrique la bande-son, on la finalise à cette étape-là. Pendant la réalisation du film, laquelle des scènes a été la plus compliquée à réaliser? On a eu 2 séquences vraiment difficiles. C'est la première chanson du film. On la voit penser, et elle est donc à ce moment-là du film, elle parle pas fort. Et en même temps, on arrive pour la première fois vraiment au Mexique. Et donc, dans ce moment-là, il faut continuer à être complètement avec le personnage, comprendre ce qu'elle dit. Il faut incarner le Mexique, qui est complètement faux, puisqu'encore une fois, tout ça a été fait dans un studio. Il faut arriver vraiment à incarner et à faire en sorte qu'on y croit, avec tous ces mouvements de foule et tous ces grands mouvements de caméra. Il y a des chœurs. Enfin bon, cette séquence-là, elle était difficile parce que, en gros, c'est une séquence, si on la rate, le spectateur va dire « Non mais attends, c'est ridicule ton truc là, il y a une nana qui parle pas fort, une chanson, le tout dans un truc du Mexique, j'y crois pas une seconde. » Donc c'était peut-être une des séquences les plus difficiles parce que c'est celle qui donne le ton du film, son style. Il fallait qu'elle soit réussie, quoi. L'autre séquence assez difficile, c'est la séquence dans le camion, quand Manitas dit qu'il veut devenir une femme. Elle commence avec sa voix d'homme, même si elle a déjà commencé sa transition. Et tout d'un coup, il fallait qu'à un moment donné, on va entendre pour la première fois sa voix de femme chanter. Ça a été très compliqué à faire, ça. Quels sont vos ressentis sur le film? La première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai été vraiment très ému. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant la façon dont il utilisait les chansons. Parce que dans les comédies musicales, ce que j'aime pas, c'est que dans les tsars, même des fois, c'est les moments de césure où tout d'un coup la scène s'arrête et puis ça commence à chanter. Et là, j'ai trouvé quand même qu'il avait trouvé quelque chose dans la mise en scène, dans la réalisation du film, où les chansons faisaient toujours avancer l'histoire, elles avaient toujours, une progression narrative, et qu'il avait quand même réussi assez bien à construire le film comme ça, quoi. Et les chansons, c'était pas juste un espèce d'artifice où d'un coup, boum, ça se met à chanter. Non, ça servait le film, ça le faisait avancer. Ça me raconte quelque chose, peut-être au sujet de l'intimité, des sujets assez délicats, quoi. Bien au-delà du côté de changement de sexe, etc. Emilia Pérez, c'est pas vraiment un film là-dessus, je pense que ça embrasse d'autres choses. Je les ai trouvés hyper attentifs. Alors j'imagine que ce qui est important, c'est de démystifier un peu les choses et de se dire que c'est pas si magique, c'est pas de la magie, quoi. Il y a du travail, c'est des métiers, il y a des voies pour y arriver. Ça peut être l'école, ça peut être d'autres choses. Et voilà, je dois beaucoup à l'école en général, donc ça m'importait de pouvoir essayer avec mes moyens de transmettre ça à des élèves qui sont encore en plein devenir.